Si mon avis vous intéresse, diffusez sur Akero.tv, la nouvelle chaîne des jeunes qui s'intéressent aux gens qui font du bien, aux gens qui sont positifs, bienveillants comme moi. Akero TV, c'est aussi une chaîne et un programme digital avec de nombreuses séries documentaires passionnants, des témoignages et des images absolument dingues. Je vous rappelle, un sujet par émission, un thème traité avec des invités de renom, 4 personnes qui sont normalement les plus calées pour répondre au thème du jour. Et notre thème du jour, c'est celui-là, on le regarde en images. Le cyberharcèlement, un fléau actuel qui concerne les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes. Personne n'est en sécurité. Au fond de la gorge, je te viole tes filles, tes nièces, tes cousines. Tu es feuche, ça ne m'étonne pas. On viendra t'égorger chez toi, sale pute. On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites. Les cyberviolences ne sont pas à prendre à la légère. Il s'agit d'une agression réelle, punie aujourd'hui sévèrement par la loi. Un numéro est attribué aux victimes, le 3018. Les cyberharcèlements se répètent et s'inscrivent dans la durée. Selon Ipsos, 93% des victimes déclarent avoir subi plusieurs situations de cyberviolence, et en particulier les femmes à 84%, les moins de 30 ans, les communautés, ainsi que les personnes porteuses de handicap. Il apparaît aussi que les victimes sont mal informées pour se défendre. Comment mieux les guider ? 92% des jeunes de moins de 25 ans sont totalement perdus, et 69% ne savent pas quelle attitude adopter ni qui prévenir. Comment se préserver du cyberharcèlement ? Mais quelles sont aussi les peines encourues pour le harceleur ? Simon et ses invités vous répondent maintenant. Le cyberharcèlement, un thème qui nous concerne tous, tout le moins ceux qui font de la télévision, moi le premier. Et aujourd'hui, nous avons Antoine Kibler, avocat. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons notre chroniqueur geek qui est cette fois-ci à la table, François Demier. Vous êtes journaliste, expert en IA. J'essaye. Si, vous l'êtes, croyez-moi. On a à ma gauche un philosophe, journaliste, Mathias Leboeuf, qui est habitué des plateaux télé. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et pour finir, Magali Berda, agent, influenceuse, star des réseaux sociaux, qui est notre témoin aujourd'hui, victime depuis 2 ans bientôt de cyberharcèlement. Bonjour. Bonjour, très content de t'avoir. Je Moi peux aussi. tutoyer, on se connaît un petit peu. On se connaît un peu, donc je peux la tutoyer, Magali. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Magali, tout le monde te connaît. Tu as une success story incroyable, mais depuis 2 ans, tu vis l'enfer, on va pas se mentir. Donc je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est Okay. difficile, mais on est sur Akero, tout le monde ne te connaît pas. Très contente. Alors, je m'appelle Magali, j'ai 42 ans et effectivement, j'ai monté une société d'influenceurs qui gère la carrière des influenceurs en 2016 et qui a eu une croissance assez fulgurante, une hyper-croissance. Ce qui peut être très bien et très dangereux à la fois. J'ai vendu cette société en 2018 au groupe Banijé, qui est le groupe... un groupe mondial de production. Et puis, j'ai été en parallèle chroniqueuse sur C8, je suis toujours d'ailleurs, j'ai repris, et animatrice sur W9, voilà. Et j'ai été effectivement cyberharcelée dans un contexte très compliqué, très particulier, par un rappeur qui a 6 millions d'abonnés. Donc forcément, ça a donné une caisse de résonance à son harcèlement qui a entraîné un cyberharcèlement en meute, on appelle ça. Voilà. Parce que on t'a parfois reproché d'être un petit peu trop exposé. Normalement, tu n'as pas voulu rester dans l'ombre de ton rôle d'agent. Est-ce que ça a été, tu penses, une erreur ? Est-ce que c'est la cause ? Non, alors il y a plusieurs réponses à te faire quand on me dit ça. C'est que la première, je ne suis pas agent déjà, on a une société commerciale, mais c'est surtout que j'ai fait du business et j'ai monté une société qui a marché et je l'ai vendue. Et puis moi, j'ai pas honte de dire que voilà, je suis une femme, j'aime briller, j'aime la télé et je l'assume totalement. Et le problème aujourd'hui de cette question-là, enfin c'est pas un problème, mais c'est bien que tu la poses et c'est bien que je puisse m'en expliquer, c'est qu'elle m'est très souvent revenue. Et je pense que malheureusement on la pose qu'aux femmes. Pourquoi ? Parce que tous les grands animateurs aujourd'hui qui sont à la télé et qui aiment briller aussi, puisque c'est leur choix, hein, ils sont à la télé, personne ne les a obligés, comme Arthur, comme Cyril, comme plein d'autres, sont aussi des producteurs, donc sont aussi des hommes d'affaires avérés. Et bizarrement pour eux,
personne ne leur reproche de s'être exposé et en même temps de faire du business. Et moi, ça a été une question qu'on m'a toujours posée en me disant « Mais est-ce que c'est parce que tu t'es trop exposé ?» Mais en fait, chacun fait ce qu'il veut dans la vie et j'estime que... De toute façon, personne ne mérite de vivre ce que tu as vécu. Non, mais voilà, c'est une question qui est beaucoup plus récurrente, je pense, pour les femmes que pour les hommes. On a des images pour témoigner un petit peu de ce que tu as vécu depuis bientôt 2 ans. On regarde ça ensemble et on en parle juste après. Laisse-moi te pisser dans la bouche, faire couler votre sang et prendre tout ce que vous avez. Je te pisse au fond de la gorge, je te viole tes filles, tes nièces, tes cousines. Tu es fudge, ça ne m'étonne pas. On viendra t'égorger chez toi, sale pute. On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites. 35 rue de la Tour, Paris 16, 2e étage, porte à gauche. Par pitié, fous-toi en l'air, tu rendras service à tout le monde. Que ta fille meure, sale traînée. T'es une voleuse, une menteuse. Je t'en prie, toi et tes filles. Grosse salope que tu es, va sucer ton cancéreux de père. Fais attention quand tu sors de ton bureau d'escroc et que tu rentres chez toi. Nique ta mère. Vive Booba, je suis Booba. J'en aurai bientôt fini avec cette actrice manipulatrice diabolique et ses acolytes. Nique ta grand-mère la pute, tu vas aller la rejoindre, sale sioniste. Tu vas mourir, toi et ton nazi de mari et tes enfants, pauvre pute. J'espère un train te roule dessus, sale pute. Mauvaise mère. Quand tu t'attaques au roi, sois préparé avant, grosse pute. Laisse-moi te pisser dans la... C'est chaud. Quand on voit ça... c'est un petit échantillon. C'est un échantillon de la violence des gens. On va commencer par des petites questions, après on va un peu réagir avec tout le monde. Comment tu vas déjà ? Ça va mieux, beaucoup mieux. Ouais, les procès, parce que je viens de terminer 3 mois de procès. C'est le plus gros dossier, le plus gros procès de cyberharcèlement qu'il y a jamais eu en France, et ça a été très... ça a été très médiatisé et à la fois ça a été très intense aussi. Mais je pense que ça a été pour l'instant ma plus grosse thérapie. Le procès, ça m'a... Comment on vit quand on reçoit tant de messages, comment... Est-ce que notre vie change finalement ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on se protège ? Alors, tu ne vis plus. En fait, quand c'est à cette échelle-là, alors je pense que toute échelle est difficile à vivre, quelle que soit la personne, hein, mais à cette échelle-là, j'ai reçu plus de 100 000 et quelques menaces de mort. C'est tout simplement invivable. Tu es asphyxié, tu n'as plus de centre d'intérêt parce qu'ils appellent partout, c'est-à-dire sur ton portable, chez toi, ils balancent ton adresse, tu dois déménager en urgence, ils écrivent sur Twitter, sur Instagram, sur tout. T'as beaucoup déménagé depuis 2 ans ? 3 fois. Et puis même mon bureau on a essayé aussi de se cacher dans un bureau. Booba a posté la photo sur les réseaux sociaux et puis du coup ils ont mis le point GPS, donc ils nous ont cassé 3 fois le bureau. Donc maintenant on est isolé dans un appartement et on est complètement enfermé. Je suis restée enfermée dans une chambre pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, écoute, ça va beaucoup mieux et je suis encore là. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas expliquer pourquoi ni comment, mais c'est comme ça. Peut-être c'est tombé sur moi pour que ça serve d'exemple et que ça puisse être un fléau qui est tellement médiatisé que ça puisse justement enfin peut-être être traité à sa juste valeur parce que les gens se suicident. Et en fait, le cyberharcèlement, pour moi, c'est meurtrier et c'est là où moi je voudrais me battre parce qu'il faut que ce soit traité comme un cas meurtrier. C'est un assassinat. Le cyberharcèlement, c'est fait pour que les gens se suicident ou se fassent tuer. Est-ce que tu t'es fait aider d'un médecin, d'un psychologue ? Oui, bien sûr, j'ai été suivie par des psychiatres, par un psychologue, heureusement d'ailleurs. J'ai eu des traitements, bien sûr, et fut un temps, à cette époque-là où j'ai sorti cette vidéo-là, c'était un appel à l'aide, parce que personne ne comprenait ce qui m'arrivait, et j'avais l'impression d'être complètement isolée et que personne ne se rende compte de la gravité de ce qui m'arrivait. Et j'avais un psy, par exemple, j'ai eu cette chance que d'autres n'ont pas, peut-être d'un point de vue financier, et c'est ça qui est dramatique, c'est que j'ai la chance d'être aidée par un psy tous les soirs avant de m'endormir. À l'heure actuelle encore ? Oui, des fois je fais des petites rechutes et j'ai mon psy qui est constamment disponible. Parce que tu fais des crises d'angoisse ? Oui, des crises d'angoisse, des crises... tu as ton cerveau qui réagit plus de la même manière qu'avant. Donc tu peux monter très vite comme redescendre très vite. Donc c'est compliqué à gérer. Et les psys, et si tu n'es pas suivi par un psy, c'est pas possible de passer ça et il faut que les gens aillent consulter des psys, c'est trop important. Et moi je sais que quand ça m'est arrivé, à une certaine époque, je ne pouvais pas m'endormir sans parler à mon psy le soir. C'est-à-dire, j'étais dans mon lit, je lui parlais au téléphone et je n'arrivais plus à m'endormir sans parler à mon psy pendant 1 heure. Tu te rends compte, tous les soirs. Donc pendant des mois. Donc le psy, il ne faut pas du tout le sous-estimer et au contraire, il faut
faut en parler. On se connaît un petit peu, moi je connais aussi ta fille, je sais que je crois que ta fille a eu aussi, du coup ça a dépassé le cadre du cyberharcèlement. Je crois que pour toi non, tu n'as jamais eu d'agression, à part je crois à Nice il n'y a pas très longtemps. Si, oui, on a été embêtés dans la rue. Mais tu as déjà eu une agression, est-ce que le seuil des menaces... Ils n'en sont pas venus aux mains. Ok. Voilà, pour ma fille, oui. Oui. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé pour ta fille? Eh bien, c'était l'année dernière aussi, l'année dernière non, c'était au début, c'était en 2022, pardon. Okay. Tu vois, j'ai décalé avec les dates. Pardon, c'était la première année où elle a une petite voiture sans permis et elle était sortie, elle avait été menacée sur les réseaux sociaux. Je l'avais pas vue, j'avais pas vu les menaces qu'elle avait reçues. Pourtant, elles étaient vraiment affichées sous ses photos et de personnes qui ont dit à quel endroit ils allaient l'agresser. Et puis bon, elle a été, c'est hallucinant, hein. Elle a été tapée, au volant de sa voiture. Tu sais, elle avait la fenêtre ouverte et il y a 2 gars qui sont arrivés en scooter à son niveau, qui ont passé la main, qui l'ont pris par les cheveux, qui ont tapé et qui sont partis. Ils n'ont rien dérobé. Ils savaient que c'était. En fait, à ce jour, on n'a pas encore le résultat de l'enquête de ça, mais je vois. Pour nous, elle n'a jamais été agressée dans la rue, elle n'a jamais été embêtée. Enfin, c'est tombé au même moment à Paris, oui. Donc, à l'endroit où elle avait reçu ces menaces, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. C'est comme ma voiture qui a été massacrée. Ça fait le bureau. Tout ça, c'est encore dans le cadre de la justice. Il y a des enquêtes, mais ça fait beaucoup de choses qu'on n'avait pas vécues avant. Donc pour moi, ça a un lien. Voilà. Donc c'est ça, en fait, ça qui est quand même grave, c'est qu'il y a le cyberharcèlement que beaucoup vivent. Et du coup, là, c'est sorti, là, on sort du cadre des réseaux sociaux. Là, c'est une agression physique réelle, c'est plus. Oui, bien parce sûr. que moi-même, je reçois des menaces, hein, comme je fais la télé, donc depuis 2 ans, je suis fils d'eux, donc je suis sujet aux insultes, aux critiques très très facilement. Mais j'ai eu la chance de jamais avoir eu de problème dans la vie, à part 2-3 petits débiles qui m'insultent, mais bon. Oui. Pas forcément très grave. Mais... disons que nous, on a une communauté, entre guillemets, la communauté des pirates, hein, c'est la communauté fanbase de Booba, qui, effectivement, pour la plupart, voilà, c'est mené. C'est pour ça que je te dis, pour nous, le cyberharcèlement, c'est criminel. Et il faut que ce soit vu tel quel. Tant que c'est pas vu tel quel, je pense que malheureusement, ça ne changera pas, parce que la violence physique, ce qui se passe dans le cyberharcèlement, c'est que la violence que la personne reçoit, elle est invisible. C'est-à-dire que je peux te torturer ton cerveau, te torturer ton corps, jusqu'à te pousser à la mort. Ouais. Personne ne s'en rendra compte parce que c'est invisible. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que souvent, les gens ne voient pas ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps et ce que tu subis, et du coup ne réagissent pas. Pas de leur faute, hein, parce qu'ils ne le voient pas. Et donc cette violence qui est invisible, elle doit être traitée comme une vraie violence, parce que c'est une vraie violence, et elle ne doit pas être traitée différemment d'une violence physique, parce qu'elle est même plus longue. Du coup, donc, tu as entamé la plus grande procédure jamais créée, je crois, en France, par rapport à ça. Donc tu es en procédure. Oui. Que fait la justice, clairement? Alors, il y a un parquet qui s'appelle le Parquet national de la lutte contre la haine en ligne, c'est le PNLH, qui a été créé il y a 2 ans, il me semble, ou 3 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est récent. C'est un parquet exprès pour la haine en ligne. Je pense que sans ce parquet-là, moi aujourd'hui, je ne serais plus ici, je serais morte. D'accord. Oui. Vraiment, il faut le dire, parce que c'est important. C'est important parce que quand les gens font rien, quand le gouvernement ne fait rien, on a tendance à leur taper dessus. C'est vrai, Mais quand ils font des choses, on ne le dit pas assez. Mais moi, aujourd'hui, ils m'ont sauvé la vie. Ce parquet-là m'a sauvé la vie. Et, ils ont dirigé l'enquête à un service de gendarmerie qui s'appelle l'OCLCH, qui est l'Office qui lutte contre les génocides, les crimes contre la race humaine. Tu en parles vraiment comme s'ils t'ont vraiment... Oui, c'est très ému parce qu'ils t'ont sauvé la vie. Oui, à ce point-là. Oui. Ouais. Okay. Ouais, c'est pas j'ai envie de te dire, c'est pas mon réseau ou tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Ouais. Tu le sais, on en a déjà parlé toi et moi. Moi, ceux qui m'ont sauvé, c'est le PNLH et c'est l'OCLCH, parce que quand ils ont fait les premières arrestations, j'avais passé quelques mois de souffrance, d'agonie. Il y a eu des arrestations réelles. Première vague, il y a eu une trentaine de personnes arrêtées. En vague d'interpellation, on appelle ça des coups de filet. Ils sont tous arrêtés en même temps, à la même heure, levés chez eux. Ils ont ouvert les portes à 6h du matin. Exactement. Comme des délinquants. C'est ça. Et la première vague, c'était 14 personnes, il me semble. Et quand je l'ai su, quand on me l'a annoncé, je suis tombée raide. Parce que pour moi, c'était un moment de délivrance. C'est un peu l'aboutissement de tout ton combat. Tu es torturé pendant des mois et tu as l'impression que d'un coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des gens qui, en fait, sont là pour t'aider. Alors, si malheureusement, tu n'arrives pas à tenir cette période-là, c'est dangereux, parce qu'il faut tenir le bon pendant ces mois. Mais quand ça arrive,
tu te sens un peu entouré et ça te redonne de l'énergie. Et je pense que j'étais à ce moment-là à 2 doigts de me jeter vraiment. Et sans ça, sans ce qu'ils ont fait, ça aurait été différent. Bien sûr. C'est incroyable. Je ne savais pas du tout que... Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des petites vagues d'harcèlement, bon, pas comme toi, hein, mais j'ai eu parfois 2-3 semaines où c'était un peu compliqué, mais je me suis jamais dit, bon, je vais faire ça parce que pour moi, dans ma tête, j'allais faire des plaintes pour rien, dans le vide, tu vois. Maintenant, après, je sais pas, toi, c'est tellement... Alors, ils n'agissent, ils peuvent pas, il y a tellement de choses sur Internet qu'ils ne peuvent pas agir pour... Alors, je vais être très vulgaire, excusez-moi, mais je vais parler très clairement. Moi, le sale pute, je vais te niquer, excusez-moi du terme, enfin, des choses comme ça, c'est pas ce qui caractérise en fait la menace de mort. C'est ça. Ils vont vraiment intervenir pour des menaces de mort ou des menaces de crime. Les menaces de crime, c'est viol. Écrit ou oral. Moi, j'ai eu des audios. Il y a des mecs qui m'ont laissé des audios. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment pour les messages les plus graves, c'est-à-dire les menaces de mort, les menaces de crime et les actes antisémites et le cyberharcèlement aggravé à répétition. Voilà, ça fait. C'est pour ça qu'ils interviennent. Et c'est aussi pour ça que tu as changé de vie, que tu as dû déménager, etc. C'est suite à ces menaces-là. Oui. Pas aux insultes. En fait, j'ai envie de te dire que les insultes, maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs. C'est pas ça qui me pose problème aujourd'hui. Ok, merci. C'est très poignant. Je me retourne vers Antoine. Avocat, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Magali? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Comment on fait? Parce que Magali, bon, ça a des proportions dramatiques. Magali, elle doit du coup saisir tu m'as dit, est-ce que j'ai oublié le PNLH. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il y a un moyen? Moi, demain, je reçois une trentaine de menaces, je ne vais pas aller saisir... Alors, pardon, excusez-moi, je donne une précision pour les gens qui sont harcelés. Je ne suis pas allée écrire au PNLH, je ne savais même pas que ça existait, moi. En fait, je suis allée au commissariat déposer une plainte. Je leur ai amené des screens, et ça, il faut que vraiment les gens l'entendent. Il faut screener les messages que vous recevez. Alors, c'est à la fois très dur, parce que du coup, tu es obligé de subir et de lire ce qu'on te fait. Mais c'est le seul moyen d'avoir justice à un moment donné. Parce que si tu t'enterres tout seul, en fait, si tu ne réagis pas, que tu ne screenes pas, tu ne pourras pas te défendre. Donc il faut screener les messages avec le nom des comptes. Et je suis allée les apporter à la police. Donc beaucoup de messages. Et après, c'est transféré au parquet. Enfin, après, c'est l'avocat qui dira. Non, mais avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, je vais rebondir sur quelque chose que disait Magali, sur déjà c'est quoi le harcèlement. Déjà, qu'est-ce qu'un harceleur? Qu'est-ce qu'un harceleur? Le harceleur, donc c'est celui qui commet des faits de harcèlement. Donc qu'est-ce que du coup le harcèlement? C'est de commettre des faits qui portent atteinte et qui dégradent la santé, et ça c'est ce que disait Magali tout à l'heure, physique ou morale. Donc c'est pas forcément quelque chose que physique, donc qui dégrade vraiment la santé physique ou morale de la personne que l'on vise, et ce sont des comportements qui sont répétés. Sur le caractère répété, c'est aussi important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une centaine de messages. Théoriquement, simplement 2 messages peuvent caractériser un fait de harcèlement. Et une nouvelle chose, ils n'ont pas besoin aussi d'être envoyés dans une même semaine. 2 messages à un intervalle, par exemple, de 1 an, 2 ans, peuvent caractériser les faits de harcèlement. Du coup, je pense que toute personne présente sur les réseaux qui ont un peu d'audience, ils sont, quoi qu'il arrive, cyberharcelés. Tout le monde est cyberharcelé finalement. Tout le monde. Ok, le cas de Magali est quand même particulier, c'est vraiment un cas bien sûr. Emblématique, parce qu'en plus c'est une communauté effectivement qui est une communauté importante qui a été à un moment donné incitée à ce type de harcèlement. Donc c'est vraiment un cas extrêmement particulier et précis, quoi. Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Les 28, parce que moi j'ai lu, ça m'a forcément intéressé de savoir et de comprendre. Donc comme je suis partie civile, j'ai eu accès au dossier et j'ai eu accès à toutes les auditions de la police de tous les harceleurs. Je les ai tous lus. Tous disaient qu'ils m'ont harcelé parce que ils ont lu ce qu'on racontait sur les réseaux sociaux. Mais le but c'était quoi? C'est de vous faire taire ou... Non, le but, après ça c'est Bouba. Pour moi, alors là je parle au conditionnel parce qu'il n'est pas encore jugé, même s'il est mis en examen et même s'il y a un contrôle judiciaire en cours. Mais c'est le déclencheur, c'est-à-dire qu'en fait ils sont animés par ce qu'ils lisent, ils y croient. Il faut un but quand même, il faut quelque chose. Ça sera à ce moment-là où on va le... En fait, j'en suis pas encore, moi, à ma période de pouvoir analyser les objectifs de Bouba. C'est-à-dire que moi, à ce jour, déjà, j'essaye de m'analyser moi-même et d'essayer de me sortir de ça et de me reconstruire. Et lui, je laisse faire les professionnels, c'est-à-dire les psys, parce que je pense qu'il a besoin d'être... c'est mon ressenti, hein, mais je pense qu'effectivement, un cyberharceleur a besoin d'être expertisé par un psychiatre pour comprendre pourquoi il y a un acharnement comme ça, pourquoi il y a une obsession comme ça. Et surtout, que risquent les cyber... Enfin, qu'est-ce qu'ils risquent
est-ce qu'ils doivent avoir peur maintenant, avec maintenant le cas de Magali, où on a vu que 30 personnes ont été arrêtées? Est-ce qu'ils peuvent se dire, bon, je le fais, je m'en fous, j'aurai un petit rappel à la loi, ou est-ce qu'ils risquent plus? C'est ce qui est compliqué, c'est que théoriquement, le cyberharcèlement, c'est sanctionné par le code pénal. On le rappelle quand même, c'est du pénal. Mais est-ce que c'est vraiment cadré? À quel moment il dépasse la ligne rouge de devenir du coup? Parce que, une insulte classique, c'est du cyberharcèlement, mais est-ce qu'ils vont risquer une interpellation? Exactement, c'est ce qui est théoriquement, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir des faits de harcèlement répétés fait tomber dans l'infraction du harcèlement. Après, est-ce que en pratique, il va se passer quelque chose, c'est ça qui est compliqué. C'est ça la question. J'espère que finalement le cas de Magali servira finalement un peu de leçon aux harceleurs et fera peut-être un petit peu plus peur aux harceleurs en ligne. Parce que pense pas, mais bon, avant votre affaire, finalement, on n'a que très peu de décisions. Très peu d'affaires, exactement. Mais alors, moi, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est, je les ai vus, moi je suis allée à tous les procès, j'ai fait 3 mois de procès, ça a duré pendant 3 mois, j'ai assisté à toutes les audiences et je les ai tous écoutés. Des fois c'était très dur, des fois c'était beaucoup plus facile, des fois c'était extrêmement compliqué. Et les réquisitions du parquet ont été très fermes sur les 28. Il y en a 28 qui ont été présentés au tribunal correctionnel. Il y a eu 26 hommes et 2 femmes. Donc c'est très parlant aussi, parce que ça nous permet de comprendre que l'homme est beaucoup plus harceleur que la femme. Enfin, c'est ce que je pense moi aussi. Ce ne sont pas des jeunes. C'était la moyenne d'âge qui était, je crois, une trentaine d'années. Donc il ne faut pas croire, je crois que le plus âgé même avait 49 ou 59 ans. Et ça a démarré à 20 ans, il me semble. Et c'est de toutes sortes de catégories socio-professionnelles. C'est pas un style de personne particulier, pas du tout. C'est vraiment tout style de personne. Et... pardon, j'ai oublié ce que je disais. Ah oui, et le parquet a requis 28 peines de prison pour les 28. Et c'est énorme parce que c'est, alors moitié ferme pour certains, moitié sursis pour d'autres. Mais c'est un message qui est fort parce qu'aujourd'hui, ça prouve qu'on ne peut plus menacer de mort, de crime, quelqu'un sur les réseaux sociaux. On ne peut plus harceler seul ou en meute, parce que moi, ça a été pris dans un autre cas parce que c'est une meute. Donc c'est pour ça qu'ils ont été tous jugés en même temps. Parce qu'en fait, ils ont considéré le parquet que c'est une meute, ils ont tous fait ça ensemble, en connaissant, en sachant que j'ai été harcelée, ils se sont tous mis en meute en fait. C'est ça qui a joué aussi dans mon dossier. Et donc, ça servira de message peut-être aussi, ce qui a été demandé par le parquet, mais peut-être pour ce qui est un peu... Enfin, moi, ce qui m'interpelle, c'est 28 personnes par rapport aux quantités de messages reçus. C'est quand même très faible, parce que dans tous ces messages reçus, on a à la fois des choses qui caractérisent du cyberharcèlement, d'autres choses qui caractérisent de la diffamation, de la menace, parce que la menace, c'est aussi une infraction sanctionnée. Qu'est-ce qui risque concrètement? Le code pénal dit quoi concernant le harcèlement, enfin le cyberharcèlement? Alors il y a différentes hypothèses, il y a aussi en fonction de si la personne qui harcèle, en fonction de son âge, en fonction de l'âge de la personne qui est visée, mais ça va de milliers d'euros à des peines de prison. Une amende, des peines de prison. Ferme. Oui. Moi, le plus, ils ont requis, je crois, 18 mois ou 24 mois, je ne sais plus exactement, de ferme. Plus une amende. Je ne sais pas les amendes, franchement, je ne sais pas du tout, mais moi ce que j'ai retenu c'était vraiment ces peines de prison qui pour moi sont symboliques et qui me permettent de me dire que je n'ai pas tenu pour rien et que tu peux aujourd'hui communiquer et dire aux gens vous ne pouvez pas vous amuser à faire n'importe quoi parce que vous risquez d'aller en prison. La preuve, ces gens-là, ils risquent d'aller en prison et quand bien même ils n'y vont pas, ils ont un sursis, peut-être qu'ils iront parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient un casier judiciaire, des gens qui étaient en récidive, voilà, dedans. Et j'ai trouvé que le parquet a été, encore une fois, exceptionnel. Les juges aussi qui ont jugé l'affaire. Tu te sens soutenu par la justice? Alors, oui. Il y a 2 dossiers, moi. Il y a la meute et il y a Bouba. Okay. Je suis un peu... au niveau de la meute, je trouve que la procédure, elle est exceptionnelle parce que, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Pour Bouba, pour moi, c'est le fondement de ce qui m'est arrivé. Et comme il est à l'étranger, il ne peut pas être jugé dans les mêmes conditions que les autres parce qu'il n'est pas venu à ces convocations. Donc ils ont dû ouvrir une information judiciaire et faire les choses différemment. Donc il bénéficie de plus de temps. Donc alors oui, ils ont ouvert une information judiciaire. Oui, il est mis en examen. Oui, il est sous contrôle judiciaire. Mais c'est dur quand tu sais, tu as en même temps tous les gens que j'ai entendus
pour certains même s'excuser, tu vois, même s'il n'y a pas d'excuses, mais quand même, je les ai entendus, ces gens-là, te dire que ces gens-là risquent d'aller en prison et que pour l'instant, la personne qui est la cause de tout ça, elle est encore en train de faire des voyages libres, tu vois. Tu penses qu'il voulait tout ça? Il voulait qu'il se passe tout ça? Je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Je pense que ça, c'est avéré, oui. Il voulait qu'il se passe tout ça, je pense que c'est avéré. Je pense que là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus et il en a fait preuve sur plusieurs tweets. Il s'est pas rendu compte? Est-ce qu'il a parlé un peu? Non, mais non. Un jour, j'ai supplié, tu sais, en 2022, un jour, j'ai supplié sur mes réseaux. J'ai dit, je t'en supplie, arrête. Parce que je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Donc j'ai dit, je t'en supplie, arrête. Il va arriver quelque chose à mes enfants ou à moi, on est en danger de mort à cause de toi. Je crois qu'il est. Tu sais ce qu'il a répondu? Papa, tu vois. Tu sais ce qu'il a répondu sur Twitter? Il a pris mon post où je le suppliais. Déjà, c'est dénigrant pour une femme de supplier un homme. Quand t'as 42 ans, j'ai 42 ans, tu vois, je suis une maman. C'est dur. Et même pour une fille de 20 ans, c'est dur. Même pour une ado, c'est dur. Mais tu vois, et donc, je le supplie, il reprend mon post et il le reposte sur Twitter et il marque « Au plus tu agonises, au plus ça m'excite ». Ouais. Tu comprends qu'à ce moment-là, il n'y a pas de débat en fait, sur sa responsabilité. Pourquoi il a fait ça envers toi? C'est quoi le point de départ de tout ce clash? Parce que de base, je crois que c'est un clash. Alors non, il n'y a pas de clash. Non, il n'y a pas de clash. Un clash, c'est quand tu te disputes avec quelqu'un, mais moi je me suis jamais disputée avec lui, je ne le connais pas. C'est quoi le premier tweet? Tu te rappelles du premier tweet qu'il a fait? Le premier tweet, c'est quand il se disputait avec un couple d'influenceurs à Dubaï, qui ne me concernait absolument pas. Okay. Et j'avais déposé une plainte contre eux, moi, il y a très longtemps, une vieille histoire. Et il a publié la plainte en laissant l'adresse, mon état civil, etc. Et de là, après, tu sais, je venais de sortir des candidats à la présidentielle, je venais de faire beaucoup de médias. Donc, c'est vrai que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais vachement médiatisée, où on parlait beaucoup de la société que j'ai fondée, on parlait beaucoup des influenceurs, on parlait beaucoup de ce que j'ai fait dans la campagne présidentielle. Donc, j'étais pas, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais j'étais vachement en avant, tu vois. Et 15 jours après l'interview que j'ai fait du président de la République, il a commencé. C'était 15 jours après. Est-ce que tu regrettes d'avoir touché un peu à la politique? Est-ce que tu es sortie? Non, absolument pas. Parce que si je regrette, ça veut dire que je serais, coupable de quelque chose. Non, oui, bien sûr. Si je regrette, ça veut dire qu'il a gagné. Et tout ce que j'ai réussi à me dépasser et à survivre pendant ces 2 ans, c'est pas pour... Maintenant que j'ai réussi à avancer et à prouver certaines choses, dire je regrette. Pas du tout. Et il ne faut pas que les gens regrettent. Il ne faut surtout pas passer ce message aux victimes de leur dire tu dois regretter ce que tu as fait. Il faut assumer ce qu'on est et il faut au contraire dire moi je suis ce que je suis, j'ai fait des choses qui sont peut-être bien, peut-être pas bien, mais personne n'a le droit à une violence médiatique et à une justice de Twitter. Voilà, si j'ai fait quelque chose de pas bien, comme des jeunes filles qui se font violer aujourd'hui, et on leur dit tu es violée parce que tu te mets trop en mini-jupe, tu te mets trop olé olé, alors tu es violée. Non, si tu te mets olé olé, tu l'assumes, fais attention à toi, mais voilà. Merci Magali. Donc du coup, demain je suis cyberharcelé, je fais quoi? C'est quoi le process? Qu'est-ce que je fais? Première chose, déjà, ce qui pourrait être compliqué dans une procédure, c'est qu'il faut réussir à identifier la personne qui nous harcèle. Donc la première précaution, c'est de faire des captures d'écran. Je pense que ce qui peut être un peu compliqué parce qu'on peut être choqué par ce qui nous arrive, mais il faut penser à pouvoir prouver ce qui est en train de nous être fait. Donc des captures d'écran. Et surtout d'arriver à identifier le plus possible la personne qui nous vise. Et ce qui est de plus en plus compliqué sur les réseaux sociaux, parce que finalement, c'est des faux noms, des faux profils, ça, donc des pseudos. Est-ce que les faux noms, je peux aller voir les flics et je leur dis, voilà, j'ai un pseudo ABCDE 988. Oui, alors du coup, on pourra toujours porter plainte contre X, puisque vous n'aurez pas la possibilité directement d'identifier la personne. Ce qui est possible, ce qui peut être un peu compliqué, c'est quand même de contacter les plateformes qui... théoriquement, ont une obligation de laisser anonyme. Je suis désolé, je vais vous couper, moi j'y crois pas. Je trouve que les plateformes ne sont pas du tout réactives. Ça, c'est vrai, ça c'est totalement raison. Alors, je suis sur les réseaux, il y a un manque, soit d'équipes, alors qu'ils ont du budget, enfin je pense que c'est des entreprises qui pèsent des milliards, ils ont un manque de réactivité, même que ce soit sur les messages, sur les photos diffusées, il y a des trucs quand même qui restent longtemps sur la toile, des choses qui sont quand même très très graves, mais que font les plateformes? Vous savez, je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que dans les médias, on a sorti mon dossier étant le plus gros dossier de cyberharcèlement jamais eu en France. On m'a appelé sur BFM il y a une semaine, la fille la plus harcelée de France. Tout ce que vous voulez, c'est des titres que les gens donnent. En attendant, je n'ai jamais réussi à avoir un seul contact avec aucune
plateforme pour m'aider à débattre. Donc si moi, étant soi-disant, comme les gens le disent et les médias le disent, la personne la plus harcelée de France, alors comment les gamines qui ont 17 ans, aucun contact, qui reçoivent un harceleur mais qui se font massacrer les pauvres, comment ces jeunes filles-là ou ces garçons pourront avoir de l'aide de la part des plateformes? Il n'y en a pas. Et moi, j'ai déposé plainte contre Twitter. J'attaque Twitter parce que Instagram avait réagi quand même à supprimer le compte de Booba pour d'autres faits que les miens, parce qu'il avait déjà été banni de la plateforme bien avant mon affaire, pour d'autres choses. Mais Twitter, nous, on leur a fait des appels à l'aide. Mes avocats ont envoyé des courriers à Twitter en disant « Les gars, il y a une personne là qui va mourir, s'il vous plaît, intervenez ». Ils ne nous ont pas répondu jusqu'à un moment où, quand c'est devenu trop médiatisé, quand il y a eu les premières arrestations, quelques temps après, Twitter a décidé de nous répondre par une lettre officielle d'avocat. Et ils reconnaissent sur la lettre, ils le disent noir sur blanc, que Booba enfreint les règles de bonne conduite de leur plateforme et que pour m'aider, ils vont supprimer plus de 250 tweets qu'il a fait à mon égard. Ils ont mis à peu près 1 mois ou 2 à les supprimer. Mais le lendemain, ils y tweetaient encore. Et le surlendemain, ils tweetaient encore. Et le surlendemain, ils tweetaient encore. On leur a réécrit. Mais en fait, on ne va jamais y arriver. S'il vous plaît, intervenez. Cette personne a 6 millions d'abonnés. Elle génère des clics. Elle génère de la pub. Si vous regardez son compte Twitter, il y a plein de pubs au milieu. Donc on va se dire quoi? Que ma vie est moins importante que l'argent que Booba leur rapporte? C'est ça la question à poser à Twitter aujourd'hui. Et si Twitter avait supprimé son compte, je vous garantis que tout le monde se serait arrêté. On le voit comment? Aux enquêtes de police, parce qu'on voit dans l'enquête de la police que quand Booba tweet, il génère tellement de vues sur ses tweets que ça engraine tellement de mauvais commentaires que ça accentue et ça provoque le cyberharcèlement que j'ai eu. Et de ce point de vue-là, les plateformes sont un peu complices, quoi. Oui, mais elles sont totalement complices. Quand ils tweetent pas, eh bien, il se passe quasiment rien sur les réseaux sociaux à mon égard. Oui, donc, François, elles ont l'obligation. En tant que maître de l'IA, qu'est-ce que vous pensez de ça? Que font les plateformes concrètement? Il n'y a pas un algorithme à créer avec le GPT, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense honnêtement qu'ils ont absolument tout. Moi, je vois souvent passer sur les réseaux des pauvres personnes qui ne comprennent pas pourquoi on leur a supprimé leur compte. Oui, c'est vrai. On sait pas. Des gens qui ont très peu de monde. Alors on apprend que, ah oui, j'ai fait une vidéo, la musique que j'ai mis, ils m'ont supprimé le compte. Alors que la musique appartenait à la personne et avait payé. Donc on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques années, le tableau de Courbet. Tu postes un tableau, ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, de Courbet. On a supprimé. Par contre, alors tout ce qui est personnes décapitées, là, il n'y a aucun problème. Et par contre, là, on se demande, je pense qu'ils peuvent arrêter ça très vite. Puis c'est là aussi la législation américaine. Parce que dès que ça touche la sexualité, ils sont tout de suite très prudes. Mais dès l'instant, alors par contre, ça touche sur les droits d'auteur, sur la musique. Maintenant, ils sont obligés de payer Google, je crois, les articles qu'ils publient. Donc là, ils font très, très, très attention. Et puis, à la moindre erreur, on est coupé. Par contre, des personnes comme qui harcèlent, là, il n'y a aucun problème. Parce que justement, je pense, et Magali a raison, qu'ils génèrent énormément d'argent. Pourquoi ils n'ont pas créé un robot ou un IA? Ah bah ça existe. Ça existe. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent analyser, les algorithmes peuvent analyser une quantité énorme de sites, enfin de tweets, etc., sans aucun problème. Et puis, avec les mots-clés, ils peuvent déceler dès que quelqu'un est harcelé, ils le savent tout de suite. Pourquoi certains messages restent aussi présents et pourquoi il n'y a pas un tri qui est fait beaucoup plus important? Parce que je pense que justement c'est une question d'argent, parce que des gens comme Booba rapportent énormément d'argent, quoi. Et puis par contre la pauvre personne qui a 150 personnes a publié une vidéo avec de la musique, là on le coupe sans aucune explication. Il y a un autre élément, c'est que effectivement les réseaux sociaux sont assez passifs. Le réseau le plus actif sur cette question-là, c'est Facebook, qui a une politique la plus active. Il y a un autre, élément, c'est que les politiques, les instances publiques ne poussent pas les plateformes à justement faire la police. Donc pourquoi les réseaux sociaux interviendraient alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire et qu'effectivement ça génère du trafic et que c'est leur business. Donc c'est tout un système qui est défaillant. Les réseaux sociaux font pas attention parce que éthiquement, ils n'ont pas intérêt à le faire, mais derrière, ils ne sont pas poussés à le faire par l'autorité publique, que ce soit judiciaire ou même par les politiques. Aux États-Unis, Facebook, Zuckerberg a été amené à un moment donné à répondre d'un certain nombre de choses. Il le fait en ce moment d'ailleurs. Oui. Effectivement, il le fait en ce moment. Il a été obligé de s'excuser. Voilà, il y a plusieurs vagues. Donc, quand le pouvoir public n'est pas actif et lui aussi est passif,
ça entraîne la passivité des plateformes et ça entraîne le déchaînement total de ce genre de phénomène, quoi. Quand on regarde les vidéos que vous avez montrées en ouverture, on se demande quand même, on se dit qu'il y a des grands malades et on se demande qu'est-ce qui justifie cette haine. C'est-à-dire du coup, est-ce qu'on doit répondre, est-ce qu'on répond pas, qu'est-ce qu'on fait en fait sur les harcelés? J'ai une petite anecdote qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est que je suis philosophe mais je suis aussi journaliste. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire de la radio à Europe 1, c'était avec Jean-Marc Morandini, la première, c'était donc un certain temps, il y a plus de 15 ans, la première chose que m'a dit Jean-Marc Morandini, on se connaissait à peine, il m'a dit « T'as un compte Twitter ?» Alors, je lui ai dit, ouais, j'ai un compte Twitter. Ne réponds jamais. Ne réponds jamais. Parce que si tu réponds, tu les alimentes. Tu leur donnes à manger. Si tu réponds, tu les reconnais comme interlocuteurs. Et quelque part, tu te mets sur leur terrain, tu avances sur leur terrain. Le problème, c'est que parfois, moi-même, on m'a dit ne réponds pas, mais parfois, il y a des choses qui sont tellement... c'est dur de ne pas répondre. C'est vrai. Parfois, on est accusé de choses qui sont tellement graves qu'on doit répondre. C'est leur donner du pain. Alors moi, j'interviens régulièrement, notamment sur CNews. Je peux vous dire que pareil, dès qu'on est exposé, de toute façon... Un Twitter, ça arrive direct. Moi, ça m'arrive de répondre, mais alors d'une façon, de répondre en disant merci, c'est gentil, bisous. Vous étendez un peu le... pour les déstabiliser, parce que si tu réponds et si tu cherches à argumenter... Moi aussi, je fais ça parfois. Il n'y a pas d'argument à ça, il n'y a pas de justification. Et répondre, c'est déjà validé. En quelque sorte. Donc c'est très compliqué de ne pas répondre. Comment réagir à ça? Une des réponses, on dit la première chose, c'est de se couper, de se déconnecter des réseaux. C'est dur, mais quand c'est notre vie, quand on vit de ça, c'est ça. Comment on peut se découvrir? Je ne peux pas me couper, moi, par exemple, ni Magali. C'est ça, c'est que moi aussi, on m'a dit ça, on m'a dit, mais il faut couper tes réseaux sociaux. Mais en fait, alors bien sûr qu'à un moment donné, j'ai coupé mes réseaux sociaux, après je les ai repris, après je les ai relâchés. Mais en fait, on nous coupe notre travail. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est les réseaux. Donc j'ai envie de dire, mais c'est trop facile. Alors dans ces cas-là, si moi, je pars des réseaux sociaux, je coupe tout. C'est-à-dire que tout ce que j'ai créé depuis 7 ans à la sueur de mon front, je l'abandonne parce qu'un homme l'a décidé qu'il fallait l'abandonner et qu'il fallait que je disparaisse dans la nature. Et c'est difficile de dire ça. Mais ce conseil pratique de dire il faut couper, il faut se déconnecter, il est quand même valide parce qu'il y a différents types de cyberharcèlement et une des grandes sphères du cyberharcèlement, c'est aussi la sphère scolaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont cyberharcelés. Via l'école, donc via l'école aussi, mais à l'école aussi. Le collège, le lycée. Là, à cela, il faut leur dire déconnecter, parce que les réseaux, c'est pas la réalité. Je vais vous poser une question en tant que philosophe. Pourquoi, en 2024, le monde est aussi brutal? Comment c'est possible qu'on en soit arrivé là? Comment les gens sont aussi mauvais? Comment, maintenant, au plus jeune âge, ils sont mauvais? Pourquoi? Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle parle du monde. Et je crois que le point. Oui, je parle du monde globalement, parce que c'est pas que sur les réseaux sociaux ne sont pas responsables de tout. Les réseaux sociaux enregistrent une violence du monde et ils lui donnent une amplification. Oui. Mais le point de départ, effectivement, c'est le monde. Et je crois qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus violente, premièrement, et qui est de plus en plus fracturée, qui est vraiment morcelée, où on est monté en permanence les uns contre les autres. C'est vrai. Alors, ça a été favorisé par certains politiques. On a monté les jeunes contre les vieux, les actifs contre les chômeurs. Voilà. Donc ça contribuer fortement. On ne peut plus parler sans haine, prendre de débat, même si on n'est pas du même parti politique ou pas de la même religion même. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de reconnaissance de l'autre, de celui qui pense différemment, comme étant un autre, justement, mais un autre comme soi-même, d'une certaine façon. Donc l'autre, c'est l'ennemi, l'adversaire, et il n'y a aucune empathie, aucun respect. On perd ce sens de l'empathie publique d'une certaine façon. Donc ça c'est à mon avis vraiment le point de départ qui amène deux choses, c'est que on ne sait plus être en désaccord pacifique, effectivement, on ne sait plus ne pas être d'accord. Et puis, il y a une perte de la nuance. On ne sait plus avoir des propos nuancés. Alors, les réseaux sociaux ont une part de responsabilité. Ils ne sont pas à l'origine, mais ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont amplifié ça énormément. Les réseaux sociaux, mais aussi
les chaînes d'information continues qui créent du clash. Et là, c'est pareil, c'est du business. Pourquoi il y a des émissions de débat? Pourquoi il y a des émissions de débat où en plus... Pardon, mais on se fout sur la gueule. Parce que ça crée du buzz, parce que ça crée de l'audience, parce que ce sont ces émissions-là qui sont... Et c'est pour ça que sur Akero TV, nous, on vise une belle audience, mais dans la bienveillance, tout en parlant de manière sensée. Même si, forcément, peut-être que je ne vais pas être d'accord avec vous sur un sujet, c'est pas pour autant qu'on va se mettre sur la gueule. Oui, non, mais on soit bien d'accord. Vous voyez c'est juste sur la réponse et comment on s'adresse peut-être à un public peut-être plus jeune, au milieu scolaire. Attention à ne pas rentrer dans un combat. Et dans un duel, et surtout à ne pas faire de réponse forcément publique. Parce que la réponse publique, il faut savoir qu'elle peut aussi avoir des conséquences, et on peut vite tomber aussi dans de la diffamation envers finalement le harceleur, et que ça se retourne contre nous, devenir finalement harceleur du harceleur. Et moi j'ai une question pour revenir sur les enfants par rapport à l'école. Que doivent faire les parents pour les jeunes qui sont encore au collège ou au lycée? Que doivent faire les parents? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Il faut éduquer, il faut contrôler, superviser, parce qu'effectivement, les deux mamelles des réseaux sociaux, et notamment chez les jeunes, c'est l'anonymat et l'impunité. C'est-à-dire que l'anonymat, c'est tellement facile, on a un pseudo, comme tu disais, et puis voilà, et l'impunité, on risque rien. Et ce qui est extrêmement dangereux, le témoignage de Magali était particulièrement intéressant aussi sur un point, c'est que on a l'impression de dire « il suffit de déconnecter et comme ça, le paravent est tiré ». Sauf que ce harcèlement, à un moment donné, il peut déboucher dans le réel. Bien sûr. Et par une agression, voilà. Donc c'est pas complètement déconnecté, c'est pas que du virtuel, c'est aussi du réel, ça débouche. Est-ce qu'il faut dire aux parents de faire attention, d'être plus... Parce que c'est vrai que quand on a 15-16 ans, c'est dur. En plus, si vos parents travaillent, etc., c'est dur le soir de dire bon, maman, voilà, j'ai ça ou ça. C'est dur pour les enfants, je pense, de libérer la parole. C'est comment on peut libérer la parole pour ces jeunes qui souffrent aussi et qui parfois en viennent à quelque chose de très grave. C'est très simple. Il ne faut pas abandonner ses enfants au monde virtuel, quoi, tout simplement. C'est ça. Il y avait cette chanson d'un autre rappeur, Laisse pas traîner ton fils, mais c'est Laisse pas traîner ton fils. Le problème en plus, c'est que sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de parents qui disent moi, mon fils n'aura pas les réseaux, mais s'il a un iPhone, bien sûr, il aura les réseaux sur un autre compte, et donc en fait, ça va arriver quoi qu'il arrive. Il faut que les parents comprennent que les réseaux, on ne peut plus interdire à ses enfants de ne pas avoir Instagram, Snapchat. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je ne sais pas comment leur dire. Il faut que les parents se mettent à la page et que, quoi qu'il arrive, leurs enfants. Il faut de la communication, mais c'est dur. C'est dur, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est une situation assez philosophique, parce qu'il y avait un philosophe qui avait un peu prédit ça, sans le savoir. C'est Platon. Platon, dans La République, donne une allégorie qui est l'allégorie de l'anneau de Gygès. C'est quoi l'histoire en deux mots? C'est Gygès, qui est un berger, trouve un jour un anneau qui le rend invisible. C'est un berger très vertueux, très, paisible. Et cet anneau lui permet d'être invisible. À partir du moment où il a l'anneau invisible, il va rentrer dans une logique où il va tuer pour avoir le pouvoir, pour s'emparer de la reine. Donc, ça montre quoi? Ça montre que quand on est certain d'avoir à la fois l'anonymat, l'invisibilité et l'impunité, l'homme n'est pas naturellement vertueux et au contraire, il fait ce qu'il a envie. Voilà, il tombe dans des travers. Les cyberharceleurs, pour les avoir écoutés et essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, c'était important pour moi aussi, c'est un défouloir. Ils le disent quasiment tous, mais moi, j'étais pas bien à ce moment-là. Pourquoi vous avez fait ça? J'étais pas bien à ce moment-là. La réponse, elle est automatique. Quasiment sur les 28, ça a été 28 fois la même réponse, quasiment. J'étais mal dans ma peau, j'avais mes problèmes. Il y en a même qui a dit, j'avais des problèmes avec mes voisins. Et en fait, du coup, il y a eu des excuses, des fois sincères, pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns de sincères et d'autres pas du tout. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de me dire, j'ai été l'exutoire de personnes qui ont des problèmes à la maison et les jeunes sur les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent des souffres. En fait, tu as un problème, tu vas menacer quelqu'un et tu vas...
C'est ça le problème. Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de psychologues dans les écoles. C'est ce que j'allais dire. Parce que tu as enlevé de la bouche, c'est ça en fait. Pour parler aux gens, leur faire comprendre. Parce que quand ils se sont retrouvés tous devant les juges, tu sentais qu'ils avaient ce besoin de s'expliquer, ce besoin quand même de... En fait, je pense qu'ils ont besoin de parler. Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de vider leur sac. Ouais. Malheureusement, ils le font sur un réseau où ils voient une personne qui insulte une personne. Cette personne, ils l'aiment bien, donc ils vont suivre la personne comme il est. Ce sont des gens, je pense, qui sont malheureusement perdus dans leur vie, parce que je pense qu'on n'est pas haters si notre vie elle va très bien et qu'on a des choses à faire. Je pense que la plupart des haters, c'est des personnes qui sont malheureusement soit pas actives du tout dans leur vie. Donc c'est pas ça, Simon. Je te jure que c'est pas ouais ça. Ouais, parce que c'est ce qui m'a choqué moi le plus dans ce procès, c'est qu'il y avait très peu de gens qui étaient au chômage, par exemple. Okay. C'était des gens, t'en avais un, c'était un cadre immobilier. Ah bon? Oui, t'en avais une, c'était un truc bancaire. C'est des fouloirs. Ah ouais, c'est en fait, c'est ouais, ok, d'accord. C'est surprenant. Je vais du coup, là, c'est plus Magali, mais les jeunes femmes, les filles, sont aussi très partie prenante. Il n'y a pas que les hommes. Alors, dans votre cas, effectivement, c'est probablement peut-être que des hommes, mais les jeunes filles en milieu scolaire sont très harceleuses. Moi j'ai pas mal de messages de filles. Mais ça, c'est le harcèlement. Non. Non. Faut pas porter plainte pour ça. Pas d'ex à moi, mais parfois des jeunes qui font des voices un peu en disant ouais, t'es comme si, t'es comme ça, t'es qu'un con, machin. Oui, mais la fille, pardon de vous contredire un tout petit peu, c'est que pour moi, les filles, elles sont. Oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, il y a de la méchanceté. Mais il y a moins de menaces violentes. Ouais, en fait, la menace violente de crime, de viol, de décapitation, en général, c'est des hommes. Oui, bien sûr, la fille, elle va plutôt, comme tu l'as dit toi, t'insulter, espèce de sale con, pauvre type, machin, etc. Mais elle va le faire plus souvent, elle va être plus dans le... Tu vois, c'est piquant, mais c'est moins violent qu'un homme. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous savez si la justice a vraiment recherché toutes les personnes? Parce qu'il y a aussi des officines. Est-ce que vous avez été victime de robots? Parce qu'on peut très bien... Il y a des officines qui existent et qui harcèlent les gens par des robots. Alors, je vais reprendre une phrase qu'a dit Madame la procureure pendant les réquisitions. Elle s'est expliquée... elle a expliqué quelque chose qui, d'ailleurs, m'a fait aussi beaucoup de bien à l'entendre. Si on avait dû arrêter tous les harceleurs que j'ai eus, il y aurait 100 000 personnes aujourd'hui dans ce tribunal. Ce qui est totalement impossible d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Je pense qu'il y a aussi... c'est un parquet qui... mais du coup, ça m'a fait prendre conscience que quand même, ils avaient conscience du mal que j'ai pu recevoir. Ils en sont conscients. Et quand ils vous le disent et que vous l'entendez, vous dites « Ok, c'est pas grave. Ça reste un échantillon, ça reste un petit morceau, mais au moins ça donne un exemple et ça permet de se battre. » Si je reprends bien, demain, ce soir, je rentre chez moi, j'ai une vague d'harcèlement. Je screen les messages, je signale à la plateforme, je porte plainte. Oui. Après, j'attends de voir ce qui se passe. Une enquête s'ouvre ou non en fonction du contenu des messages et de la gravité des messages, parce qu'on l'a dit, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Le harcèlement peut être là, mais pour autant, est-ce que ça va aller plus loin? Ça sera entre les mains du... Si je suis un petit peu plus jeune, si j'ai 15-16 ans, j'en parle à mes parents. On sera pas d'accord, pour les jeunes qui nous regardent. Il faut qu'ils parlent, il faut que les parents soient au courant. Et derrière, après, si on est un peu plus jeune, il y a une chose, c'est faire une cure de diète des réseaux, c'est-à-dire désactiver son profil de... Voilà, je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'il y a deux pôles. Il y a les gens comme moi et Magali, surexposés par la presse, etc. Il y a les gens qui ne vivent pas des réseaux sociaux, qui, eux, du coup, je pense, peuvent couper. Par contre, même si derrière, après, c'est un harcèlement qui est scolaire ou quoi, c'est un autre sujet, mais il faut couper. Je pense que si notre vie ne dépend pas des réseaux, il faut couper les réseaux sociaux. Il y a un cas dont on n'a pas parlé, c'est les jeunes femmes ou jeunes filles qui sont cyberharcelées sexuellement, par exemple. Oui. Ça, c'est aussi assez fréquent. Et ça peut, bien évidemment, c'est pas moins pénible. Le fameux revenge porn, je crois. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, ça en fait partie. Il y a tout ce volet-là. Là, faut peut-être déconnecter. Et puis, on parlait du revenge porn. Faut être très précautionneux avec ce qu'on poste. C'est ça, ouais. Que ce soit dans les réponses ou que ce soit dans les photos qu'on poste. Voilà. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément vos amis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ça, quoi. Ouais, moi c'est ce que je fais depuis 1 an. J'ai fait une grosse pause où je faisais plus de pub, etc. J'avais vraiment fait une pause et je postais beaucoup moins de ma vie, moins de... Ouais.
En fait, finalement, moins on poste, mieux c'est. Mais malheureusement, voilà, moi, quand tu es influenceur, il faut que tu postes quand même des choses de ta vie. Hein. C'est ce que les gens veulent. Il n'y a pas que des gens mauvais, finalement. Il y a aussi nos fans, entre guillemets. Mais il faut faire la distinction entre la vie publique et le personnage public, et puis la vie privée, extrêmement privée, les enfants, la famille. Mais chérie aussi, moi je suis en couple depuis un peu de temps, je parle pas de ma chérie. C'est ça. Moi je sais que personnellement, je ne poste jamais ça peut-être pas durer, mais... de choses de ma vie privée. Quoi. C'est trop. Moi c'est vrai que c'est ce que je me suis dit. Merci à tous d'avoir été là. Petit point promo, François. Votre livre. Oui, ainsi par les ChatGPT. Ainsi par les ChatGPT, parce que François a fait un livre où en fait il s'est noué, il a créé un lien avec ChatGPT, il le raconte dans son livre. Donc c'est très intéressant, Magali, si tu veux. Je sais pas ce que c'est ChatGPT. ChatGPT, tu sais, Pardon. mais si, ChatGPT. Expliquez à Magali avant qu'on termine. C'est un algorithme qui permet... Écoute. Ah oui, j'écoute. Qui permet, on peut poser différentes questions et on a des réponses par rapport à tout ce qu'il a emmagasiné depuis sa création pour la première version jusqu'en janvier 2022. C'est un robot ? Oui, enfin non. Intelligence artificielle. Ah ok, d'accord, ok. Et d'ailleurs, Mathias a fait la préface. Ah bon? Oui. Mathias, vous êtes du coup journaliste philosophe, on vous retrouve du coup sur CNews régulièrement, je me fais copieusement insulter sur les réseaux, voilà, et puis sur divers médias, ouais. Maître, on vous retrouve dans les bureaux dans les barreaux de Paris. Dans les tribunaux. Dans mes bureaux et au palais. Allez, si un jour j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Et Magali, on te retrouve sur Instagram, Snapchat, YouTube aussi. Hein, oui, vrai. YouTube. Exactement. Vas-y, fais la promo, allez. D'ailleurs, ils sont là, tes équipes, ils nous filment. Ils sont là, ils sont géniaux. Tu racontes un peu ta vie Mathias finalement sur ta chaîne YouTube. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été une de ma thérapie aussi. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais montrer ce que c'est de vivre dans un cadre de cyberharcèlement pour que les gens comprennent à quel point c'est étouffant et à quel point tu te retrouves un peu isolé, reclus chez toi. Et ça m'a permis quand même de recevoir beaucoup de messages de bienveillance malgré tout et ça m'a beaucoup aidé. Ah, c'est le principal. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous sur akero.tv. On vous retrouve, j'espère, très très vite pour un nouveau thème sur Si mon avis vous intéresse. Merci à tous. Ciao.